Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast. Alors, aujourd'hui n'est pas coutume, pardon, puisque j'ai comme invitée une artiste qui s'appelle Julie Espiau, qui est artiste sculpteur. Et Julie, je suis tombée par hasard, en fait, sur ses œuvres grâce à Instagram. Et je dois dire, ben, j'étais assez touchée par cet esprit très léger, ces volutes, ces pleins, ces vides. Moi, c'est quelque chose, j'adore les pleins et les vides parce que on peut se raconter des tas d'histoires, mais bien sûr, je vais laisser Julie nous expliquer tout ça. Et donc, j'avais très, très envie d'inviter Julie parce que dans son travail, eh bien, elle parle aussi des émotions au féminin. Donc, ça m'a beaucoup intriguée. Du coup, j'ai été voir un petit peu son parcours, son site internet, et je vous conseille vivement d'ailleurs de vous y rendre également pour voir son travail. Et donc, je suis très, très contente, Julie, que vous ayez accepté mon invitation aujourd'hui. Et bah, tout d'abord, hein, je vais vous demander de vous présenter parce que je crois que vous avez un parcours quand même assez étonnant. Bonjour, tout d'abord, je suis ravie d'être là parce que c'est le sujet des femmes, c'est le sujet sur lequel je crée, même si je travaille aussi d'après la nature, mais l'essence même de mon travail, il est tourné autour des femmes, de leurs émotions et surtout de leurs émotions contenues à l'intérieur. C'est-à-dire que je vais expliquer un peu plus tard Hmm. l'histoire. En fait, je voulais depuis toute petite, je voulais être artiste et puis bon, et j'ai fait des études d'art et finalement, ben, j'ai été maman et comme chaque maman, ben, comme beaucoup, on abandonne nos rêves et j'ai continué sur des études plus pour pouvoir assumer et soutenir financièrement ma famille. Et donc, j'ai mis de côté cela pendant très longtemps. Et puis, en 2006, est arrivé un accident de travail qui m'a laissé de nombreux mois sur un lit d'abord, puis et c'est là que c'est revenu. En fait, c'est pour moi une chance parce qu'en fait, c'est là où j'ai repris les pinceaux. J'ai repris les pinceaux et puis j'ai peint dans mon lit un peu comme Frida Kahlo puisque je ne pouvais pas bouger à cause de ma colonne vertébrale et du coup j'ai peint. Et puis petit à petit, bah, mon état, j'ai été en fauteuil, j'ai eu plein d'opérations et mon état a fait que je suis passée à la terre parce que la terre, en fait, c'est un médium qui est très apaisant. C'est-à-dire que quand... Alors, d'habitude, j'ai pas de... Je suis désolée, je parle avec les mains, donc j'explique que c'est provisoire, je me suis fait mal à la main, voilà. En fait, la Terre, moi je le vois parce que je donne des cours, quand les élèves viennent, ce qu'ils disent, c'est qu'elles sortent, elles ont tout oublié. Il y a le pouvoir de la Terre qui absorbe toutes les émotions négatives et on en ressort bien, en harmonie avec soi-même, en ayant déposé ces émotions négatives dans cette matière. Et une fois que j'ai adopté cette matière, j'ai arrêté la peinture. Ah, Voilà. d'accord. Ça a Hmm. été vraiment une révélation et puis c'était vraiment cet accident, c'était une chance puisque bah, j'étais plus obligée d'assumer quoi que ce soit. Mon corps avait parlé et ça a été un retour à l'art. Et donc petit à petit, au fur et à mesure des opérations, j'ai quand même mis 12 ans à récupérer. Et en fait, quand j'ai récupéré, c'est au moment où je me suis installée au bord de l'océan et de la mer. J'ai la forêt qui est tout contre mon atelier. Et du coup, bah, c'est là où je me suis permis de me lancer comme artiste, de manière professionnelle. Mais je trouve ça vraiment incroyable et d'une force incroyable que vous arriviez à dire que c'est une chance parce que ça vous a, après toutes les opérations et certainement toutes les souffrances que vous avez dû connaître, parce que ça vous a rapproché finalement de votre essence propre, quoi, qui Oui, est... de ce que je voulais faire depuis longtemps, mais c'est aussi, il faut le dire, c'est que tout cet art qui m'a accompagnée, ça m'a permis de tenir par rapport aux douleurs, ça m'a permis de tenir par rapport à la situation. Les gens me disent, mais comment tu fais pour rester dans cet état-là, sans bouger, sans machin. En fait, c'est l'art. L'art permet de s'évader. L'art, c'est un peu comme une autothérapie, si vous voulez, l'art. C'est un moyen de focaliser ses émotions,
C'est-à-dire que même aujourd'hui encore, quand j'ai des douleurs, je peux créer toute la journée, j'ai aucune douleur, et le soir, quand je m'arrête, ça revient. Eh oui, oui. Et voilà, Oui, c'est un peu ça. Et en fait, c'est comme une méditation. Je fais pas de la méditation, mais tout le monde me dit, en fait, c'est de oui, travailler avec la terre, c'est un peu comme une méditation. Alors, certains y arrivent avec la peinture, mais moi, je trouve que travailler la terre, c'est le médium qui envoie vraiment très loin, parce que du coup, on imagine des volumes, on doit se projeter, on doit regarder dans tous les sens, et c'est vraiment méditatif. oui. Et justement, en yoga aussi, hein, on est toujours à chercher à s'ancrer à la terre, dans les exercices de respiration, à laisser aller tout ce dont on n'a plus besoin à la terre. Donc, je comprends cette force en fait magnétique que propose ce matériau, comme vous dites que vous travaillez comme ça, plutôt que la peinture, bon, qui est différent. Moi, j'ai fait beaucoup de peinture, mais je comprends cette image et ce besoin de toucher la terre également. Et alors, donc, je sais que vous avez 5 enfants. Donc, moi, ça m'épate toujours. Moi, déjà, avec deux, j'ai trouvé ça. Alors, j'ai 5 enfants, mais de 30, je ne me trompe pas, de 37 à 15 ans. Donc, ils Ah sont quand oui, même. vous les avez étalés quand même. J'y étalé, oui. Oui, mais enfin, vous les avez. Vous avez quand même 5 enfants, même, j'imagine, les plus grands. On s'en occupe malgré tout, ou en tout cas, on se fait toujours un peu de soucis pour eux. Et donc, je voulais savoir comment, bah, justement, en tant que femme, en tant que maman de 5 enfants, en tant qu'artiste, comment votre propre expérience de la féminité influence-t-elle votre manière de représenter justement, bah, alors, le corps d'une certaine manière et aussi les émotions, puisque je crois que c'est le cœur de votre travail. Alors, en tant que maman, au départ, quand j'ai commencé la Terre, je représentais des femmes, comme je représentais en peinture, des femmes au corps parfait, idéal. Et je me suis aperçue que ça avait un impact aussi que ce que je créais pouvait avoir un impact sur mon entourage, mes filles, sur d'autres personnes qui passaient dans la maison. Et je me suis dit que en tant qu'artiste, j'avais aussi une responsabilité en résonance par rapport à mon propre corps, puisque quand j'ai recommencé à peindre, j'avais déjà 36 ans. Enfin, j'avais déjà. Oui. Parce que maintenant, je dis déjà, mais en fait, voilà. Euh, mais du coup, c'est un moment où je peignais des corps alors que je ne ressentais pratiquement plus le mien, quoi. Mhm. Donc, c'était une relation un peu particulière. Et j'ai eu ce déclic de dire, je suis artiste et j'ai aussi un impact sur la société, j'ai un impact et j'ai envie de représenter les femmes imparfaites. J'ai envie de représenter les femmes telles qu'elles sont. Mais non, aller encore plus loin et représenter les femmes en sublimant leurs imperfections. Mhm. C'est-à-dire que un bourrelet, ça va devenir comme une petite note de musique, mais en sculpture. C'est, j'avais envie que quand on regarde mes sculptures, les femmes puissent se projeter dedans, parce qu'il y a des corps complètement différents, parce que je fais jamais les mêmes corps. Et que on puisse se dire, ah oui, mais en fait, c'est beau cette esthétique, cette esthétique des formes, des vides, des pleins. Voilà, ça rend la beauté de la femme imparfaite. Et c'est devenu mon leitmotiv, c'est travailler sur les corps imparfaits. Puisqu'on personne n'est parfait, personne n'est symétrique. Exactement, Mais déjà. voilà. Oui, oui, mais il y a même des Et mannequins sublimes qui se trouvent des défauts. Donc, c'est vrai que, voilà, on est toujours dans cette quête, nous les femmes, de, voilà, de beauté, de perfection. Donc, je trouve ça hyper intéressant et en plus très poétique, ce que vous avez dit, que vous allez transformer entre plein de guillemets un défaut, parce que je ne sais pas comment le dire autrement, mais je mets plein de guillemets, non, en c'est chose quelque chose que de... quelqu'un n'apprécie pas chez lui. On a tous le ventre, les bourrelets. On est toutes pareilles, hein. Quand on a eu des enfants, et surtout 5, on est. Ouais, et puis apprendre aussi à changer le regard des gens qui regardent les corps des femmes. Euh,
le regard qu'on pose sur les corps des femmes, que ça soit le regard extérieur c'est-à-dire les hommes, que ça soit celui des femmes sur les femmes, ou son propre regard sur son corps, souvent, il y a des gens on sent que les regards sont pesants et même notre propre regard sur notre corps est vraiment très critique. Ah bah, on est les premières hein, à se C'est critiquer. ça. Mais des fois, en plus, le regard pesant à l'extérieur peut rajouter à ça. Et ce que donc j'ai voulu, en faisant des sculptures avec du vide, c'est de dire que le vide contient les émotions que la personne ressent, mais n'ose pas dire. Et c'est-à-dire que je dis souvent, il y a ce qu'on ressent à l'extérieur et ce que on présente à l'extérieur. Et souvent, il y a une différence entre ce qu'on dit à l'intérieur et ce qu'on exprime, ce qu'on montre à voir. Oui, il y a toute une dualité en chacun Voilà. de nous. Et dans mes œuvres, plus la sculpture a des vides ouverts, enfin, a des vides ouverts, oui, ça c'est a des vides importants, ça veut dire que les émotions s'échappent, que la personne prend confiance et affiche peut-être la même chose entre l'intérieur et l'extérieur. Oui, puis je trouve que vos sculptures, du coup, deviennent légères. Et ça, comme vous expliquez que c'est vide, finalement, ce sont les émotions. Du coup, je trouve que c'est très impactant parce que cette trace de matière qui, du coup, devient comme des volutes, elle est moins présente, ou en tout cas, elle est moins pesante. Oui. Donc voilà, donc je trouve que vraiment, c'est un travail. Vraiment intéressant et comme vous dites, le regard de la société, hein, tout simplement. Comme je disais, une femme, elle doit être tout le temps parfaite. Voilà, surtout alors quand on prend de l'âge, hein, quand on arrive à la ménopause, bon, si on a de la chance, si on nous regarde encore un petit peu en tant qu'être humain, hein, pas en tant que voilà, mais on est des fois un peu mis au rebut. Je trouve ça vraiment une très belle manière de rendre hommage aussi aux femmes. Et alors, on a échangé quelques mots ensemble avant aujourd'hui, et vous me racontiez que vous étiez parti en résidence d'artiste, et pas n'importe où, parce que vous êtes parti au Japon, et on sait que, bon, déjà, il y a une tradition très riche hein, au niveau des geishas, etc., mais aussi au niveau de la matière, de la céramique. J'aurais aimé savoir comment cette résidence-là a pu, ou est-ce qu'elle a influencé, peut-être pas, votre travail? Et si oui, dans quel sens? Est-ce que c'est dans le sens technique? Est-ce que vous avez appris des choses au niveau technique? Ou est-ce que c'est dans la philosophie, peut-être, du peuple japonais? D'ailleurs, quel est le regard des Japonais sur les femmes? Bon, Alors, j'ai fait beaucoup de questions là. c'est ça parce qu'en fait, je vais reprendre au niveau des œuvres, parce que en fait, mon sujet de prédilection, mon sujet, peut-être mon combat, c'est de parler des femmes. Mais pour moi, je parle aussi de la résilience. Et je parle de cette capacité qu'a la nature, et bon, l'art aussi, hein, mais bon, surtout la nature à avoir des bienfaits sur notre renaissance après des traumatismes, après des choses, etc. Et c'est vraiment un sujet que je creuse depuis un an. Bon, j'en parlais déjà, hein, parce que je parlais de ma propre expérience personnelle en disant que quand ça va pas, je peux aller à l'océan, m'asseoir au bord de l'océan, et j'ai l'impression que l'océan vient prendre tout ce qui est négatif et que par la que les vagues l'emmènent au loin et que c'est comme une sorte bah, aussi de méditation, de pas de purification, mais de retour à un bien-être, à un calme et que c'est apaisant. C'est pareil quand je vais dans la forêt que voilà, je me connecte à la nature et je parle beaucoup de cet effet-là sur la résilience des femmes. Et donc, c'était le sujet que je suis allée développer au Japon. C'était la résilience, la nature et l'impact sur les femmes. Mais j'ai aussi parlé des catastrophes naturelles et de la... Le peuple japonais est un peuple très résilient, euh, mais il a une philosophie de vie qui est liée aux religions bouddhistes et shintoïstes qui n'est pas la nôtre, quoi. Donc, puis ils ont aussi une éducation et une préparation aux événements qui est faite.
Et donc, je suis allée explorer tous ces thèmes en liaison avec la femme. Et aussi, je crée souvent autour des vagues ici. Mais donc, j'ai emporté ce sujet au Japon, puisque au Japon, les vagues, c'est aussi à la fois le côté obscur des choses, puisque c'est la vague du tsunami ou les vagues menaçantes que représente Okuzai sur des typhons, où vous voyez qui prennent la barre. Et j'ai voulu aussi, alors j'ai exploré cette partie-là, mais j'ai aussi exploré euh, la vague féminine comme une force. Vous avez un tableau de Kusai qui s'appelle la vague féminine, où vous avez une vague concentrique qui représente la femme avec l'intérieur. Et moi, je parle toujours de l'intérieur. J'adore travailler l'intérieur parce que je dis c'est le cocon émotionnel, c'est toutes ces émotions. Ah, Julie, je vous ai perdu. Alors, ah, ça y est, je vous ai retrouvé, Julie. Je vous avais perdu. Votre écran s'était figé. Ah Donc, mince. vous étiez sur le cocon que vous aimiez travailler depuis le centre, le cocon, et après, ça s'est figé. Alors, le cocon émotionnel, pour moi, c'est c'est le cœur de mes sculptures, c'est les émotions qui s'entrechoquent les unes entre les autres. Et le fait de travailler sur cette vague féminine d'Okuzai, c'était travailler le côté positif de la vague au Japon. C'était travailler la force intrinsèque qu'a la femme, que possède la femme et peut-être grâce à la résilience de la nature, voilà. Mais c'était de travailler aussi cette partie-là. J'ai travaillé par la céramique, mais j'ai aussi écrit pendant cette partie-là des textes sur ce que j'imaginais, sur tout ce qui est inspirant dans la philosophie bouddhiste et shintoïste et et toutes les philosophies qu'il y a autour qui font que la résilience est plus impactante là-bas parce que en fait comme l'ikigai qui tourne autour de la passion avec des maximes qui disent qui, qui emmènent les gens à profiter de l'instant présent à regarder la beauté de la nature éphémère. Et c'est quelque chose quand même qui est très fort au Japon et qui n'existe pas dans notre culture. Très peu. En plus, dans la contemplation. Oui, mais dans la contemplation, mais qui se transforme aussi en positif, en bienfait, en bien-être. Parce que c'est vrai que nous, aujourd'hui, on peut dire qu'on n'y est pas du tout dans la contemplation, puisqu'on est toujours dans la course de la productivité, de faire trois, quatre choses en même temps. On prend jamais le temps de vraiment se poser, de regarder la nature, ou prendre même le temps de manger. Quand on mange, on va envoyer le mail qu'on a oublié, ou on va téléphoner en même temps, ou on va faire Ouais. ses courses. Mais c'est sûr que voilà, on n'est pas Mais du tout dans cette, en ville, enfin, ça c'est la philosophie. Je veux dire aussi, il faut oui. savoir que le Japon évolue. Moi, j'ai mon fils qui vit au Japon, l'aîné, et la vie qu'il y a à Yokohama n'est pas la vie que j'avais en résidence en campagne, ou n'est pas la vie dans des îles plus reculées au Japon. Ça quand même, ça évolue, mais ce fond, il reste quand même. C'est vraiment, bah, c'est une autre culture. Ouais, c'est notre culture. Et est-ce que vous avez pu justement observer le regard peut-être de la culture japonaise sur les femmes, notamment les femmes qui vieillissent et les femmes à la ménopause ou Alors, les femmes à la ménopause, les femmes qui vieillissent, je veux dire, ils ont une autre approche de la beauté, puisque eux, ils prennent la beauté de l'ordinaire, la beauté des choses passées avec le temps, la beauté des choses qui ont une histoire, au travers du kintsugi, en fait, où on répare une tasse qui est bréchée. Et donc, ils sont beaucoup plus sensibles à la beauté du temps qui passe, alors que nous, on y en... Voilà. nous, non. Nous, C'est pas ça. du tout. Oui. Non, c'est justement, et j'ai fait toute une partie de recherche
très instinctive avec des plats sculptures autour on parle de l'esthétique du wabi-sabi, c'est l'esthétique du temps qui patine les pièces, l'esthétique où on exploite l'accident, l'esthétique des formes imparfaites. Et en fait, j'avais ce besoin en allant au Japon de travailler sur cette imperfection parce que certes, je fais des formes pour mettre en valeur les formes féminines, voluptueuses, de parler des émotions, mais j'avais un petit problème, c'est que je trouvais, parce que on s'est toujours très critique envers soi, Mhm. que mon discours n'était pas en liaison avec ma technique. C'est-à-dire que j'avais tendance à faire, certes, des femmes aux corps imparfaits dans les volumes, mais avec des finitions très parfaites. Mhm. Je m'étais, et en fait, je me suis dit que quand j'ai commencé à travailler 6 mois avant de partir sur le Japon et que j'avais vraiment envie d'allier mon discours et certes la forme que je fais déjà, mais aussi la technique et le rendu en sublimant par des techniques imparfaites les corps. Voilà. Alors, j'ai pas eu le temps de le faire sur les sculptures parce que 2 mois, ça passe très vite. Et du coup, pour refaire mes recherches et m'en servir en France, je l'ai fait sur des plats sculptures. Et du coup, ces recherches, je vais les exploiter en France maintenant pour faire mes nouvelles œuvres. Oui, je trouve que c'est très très joli cette philosophie d'aimer l'ordinaire, d'apprécier l'ordinaire, les choses qui sont ébréchées, abîmées par le temps et que voilà qu'on va recoller. Ces Ouais. choses ont une histoire et Et même on les recolle, ben, ça ajoute, l'or ajoute une nouvelle dimension et une histoire. Et voilà. oui, et du coup, le vieillissement, bah, c'est la même chose finalement. Nous C'est aussi, ça. on se patine. C'était ma conclusion. On se patine en vieillissant aussi, et c'est vrai que des fois, de vouloir tout gommer, alors c'est pas du tout une critique, et puis chacun est bien évidemment libre de faire ce qu'il veut, mais peut-être quand on vraiment fait beaucoup de chirurgie esthétique, etc., euh, c'est aussi parce qu'on n'a pas cette philosophie-là, et que si on apprenait à aimer nos défauts et nos rides parce que c'est ce qui représente notre vie, finalement, ce serait un joli regard à avoir sur nous, mais c'est plus compliqué en Occident. C'est Ah, plus c'est pas du compliqué. tout, puis c'est pas du tout la même philosophie. Après, je trouvais que, puisque j'étais en résidence avec, puis dans l'équipe technique, je trouvais que ils avaient l'air, au même âge, ils avaient l'air moins vieux que nous. Alors je me dis que peut-être aussi, le fait peut-être d'être moins stressés, enfin, en ville, ils sont certainement peut-être autant stressés, Oui. mais peut-être ils ont un recul sur les choses qu'on n'a pas. Et peut-être que aussi ça influe sur leur... Ah ben certainement, hein, le stress, bien sûr, hein, ça va influer sur et influencer notre vieillissement. Donc, moins on est stressé et oui, plus ça se voit aussi, hein, du coup, hein. Donc, bon, en fait, vous avez dû vraiment vivre une expérience un petit peu hors du temps, j'imagine. Alors, mais Parce que c'est vraiment une culture totalement différente de la nôtre. Donc, c'est c'était formidable. le troisième voyage au Japon. Le premier voyage, c'est quand mon fils s'est installé. Il voulait nous faire découvrir le pays avant de s'installer. Il avait fait ses études, il avait fait des études au Japon. Donc, je suis allée découvrir, mais à l'époque, je marchais à peine, donc c'était un peu compliqué. J'étais revenue 6 ans après pour la naissance de ma petite fille, Alice. Et j'avais découvert là une partie familiale que je ne connaissais pas. J'avais la famille de ma belle-fille qui est japonaise. Euh, et j'avais commencé à entrevoir des choses. Et là, j'avais vraiment envie, quand j'ai dit je vais en résidence loin, il m'a dit, mais pourquoi tu vas aussi loin? Pourquoi tu n'as pas pris une résidence à côté? Mais je lui ai dit, moi aussi, j'avais ce besoin d'aller me connecter. J'avais fait beaucoup de lectures et j'avais besoin de me connecter. Et puis après, c'était la résidence qui correspondait aussi, céramique, et qui correspondait à ce que je fais et qui m'inspirait beaucoup parce qu'elle était à la campagne et sur une colline où il y a la vue sur les montagnes et tout. J'ai ce besoin de nature. Oui, ce que j'allais dire, on sent que vous êtes très, très connectés quand même à la nature. Donc, bah, les deux se nourrissent finalement, hein. C'est vrai que
on nourrit son regard après grâce à la nature. Et puis, comme vous disiez tout à l'heure, le fait de regarder l'océan, ça permet, on a une sensation, oui, de purification quand on est dans la nature. Parce on se débarrasse finalement de plein de superflus. On est juste là. Voilà, on est Oui, juste puis là. on regarde la beauté des choses et quelque part, cette contemplation des petits riens, des petits plaisirs qu'on regarde dans la nature, une belle feuille qui est sous un rayon lumineux, bah, ça rentre en nous et ça fait du bien. Mais bien sûr, oui, 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 ça j'en suis tout à fait persuadée. Moi qui vis en pleine campagne, voilà, je ne me lasse pas des mêmes paysages. Il y a toujours quelque chose de nouveau à observer, à regarder. Donc, je vous comprends là-dessus. Et alors, donc, je vais venir maintenant sur mon sujet de prédilection qui est la ménopause. Et donc, vous avez dû vivre cette étape, ou en tout cas la transition de la ménopause. Et on sait à quel point ça peut être une étape importante. Enfin, ça l'est de toute façon. Mais je voulais savoir si cette période-là, si ça a influencé votre travail ou pas du tout. Alors, cette période-là, pour moi, a été une époque, enfin, était à une charnière. C'est-à-dire que quand c'est arrivé, c'est le moment où je commençais à sortir de mes 12 ans de rééducation. J'en étais aux dernières, je vivais mes dernières opérations. Et donc, venais de sortir d'un nuage de morphine de 10 ans, où je ne ressentais plus rien, où je ne sentais pas mon corps, je n'avais plus trop d'émotions, je prenais des choses pour dormir, pour la nuit. Et c'est à ce moment-là que euh, j'ai un peu décidé du retour à la vie, que c'est arrivé et j'ai accueilli ça avec bonheur parce que même si c'est pas très agréable, j'avais l'impression de ressentir les choses, mais à un point qui était... Et en fait, bon, pas dans les tracas, mais je l'ai vraiment accueilli comme comme quelque chose de, voilà, je ressentais à nouveau, je venais d'arrêter la morphine, c'était dur, mais je pouvais ressentir mon corps, je pouvais ressentir des choses que je n'avais pas ressenties depuis des années, et j'avais l'impression que ça a démultiplié ces sensations, et c'est à ce moment-là aussi que j'ai déménagé au bord de l'océan, donc où j'ai démultiplié aussi les émotions par la nature. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai recommencé à marcher, où j'ai fait pour la première fois du vélo électrique. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, peut-être qu'avec toutes ces émotions qui sont arrivées, à ce moment-là, je me suis dit, tu es prête pour te lancer comme artiste. Ah oui, donc ça a été finalement très fort. En fait, la ménopause, ça vous a ramené à la vie. Bah, alors, je ne sais pas si c'est de la ménopause, mais c'est la concomitance de tout ça à ce moment-là qui fait que je pense que ça a développé mes émotions de manière plus importante. Et oui, comme vous étiez coupé, comme vous dites, puisque vous étiez pendant des années sous morphine, le fait de ressentir des émotions, même si elles sont parfois déstabilisantes, mais pour vous, ça devait être extraordinaire finalement de ressentir quelque chose. Oui, 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 moi, de toute façon, cette période-là, c'est le retour à la vie, hein. J'ai 50 ans, c'est un retour à la vie. Je décide d'être artiste, je vis au bord de la forêt, de l'océan. Je commence à faire les premiers pas dans la forêt, vraiment. C'est une nouvelle vie, quoi. Ouais, oui, donc en fait, ça vraiment, ça correspond à un super chapitre de votre vie. Ça a Bah oui, été. parce que moi, j'ai pas vécu de 36 à 50 ans. Pas du tout. Enfin, j'ai survécu. Je suis désolée, et c'était difficile pour ma famille de me voir comme ça. Mais après la révélation de la Terre, c'est un peu la révélation de recommencer une nouvelle vie, de se dire, je vais être enfin artiste, alors que j'ai dit que je serais artiste à 7 ans, hein, donc faut être patient dans la vie. Les planètes se sont alignées. J'avais eu le temps de travailler mon art de 36 à 50 ans avec des hauts et des bas parce que
j'étais pas suffisamment en forme pour faire des expos. Des fois, je commençais quelque chose, je le finissais pas. Voilà. Encore aujourd'hui, hein, j'ai des hauts et des bas. Mais c'était, voilà, toutes les planètes se sont alignées. Donc, puis j'ai rencontré quelqu'un qui, au bout de 2 mois que je suis arrivée ici et où j'avais fait une petite expo, m'a dit, je vous propose une exposition en galerie. Donc, bah, je me suis mis à fond et voilà. Ah ouais, c'est formidable. Mais alors, du coup, est-ce que cette ménopause, ou en tout cas ce retour aux sensations, ça a évidemment nourri votre création. Vous avez dû certainement y mettre des choses de vous dans Ah vos bah, œuvres. de toute façon, quand je parle du corps des femmes, forcément, je parle un peu aussi du mien, hein, que celui de toutes les mamans, de toutes les... Voilà, quand je parle aussi de mon cheminement, de la résilience grâce à la nature, je parle aussi de mon histoire, mais je parle aussi, je sais que ça résonne pour pas mal d'autres personnes. Donc, oui, j'ai mis du mien, mais pendant 1 ou 2 ans, quand je en parlais, je parlais des femmes et je ne parlais jamais, jamais de moi. J'ai mis quand même du temps à dire, mais c'est aussi mon histoire, voilà, et à écrire là-dessus. Et là, en fait, hier soir, enfin, cette nuit, j'ai envoyé un texte pour une résidence céramique et écriture créative et j'avais déjà écrit des choses où j'ai relié mon parcours de résilience avec cette expérience au Japon et j'ai écrit un texte assez long et assez personnel mais pourtant qui s'applique à toutes les femmes parce que c'est ce que je dis dans le texte. Et en fait, c'est comme un poème et c'est un peu aussi comme un manifeste de ce qui est à la fois mon expérience et à la fois ce que j'ai envie de défendre pour les femmes, quoi. Et donc ce texte, il est sorti dans l'urgence parce que j'avais quelque chose à rendre. Mais en fait, j'avais déjà écrit les brouillons de ce texte, puisque en fait, je suis en train d'écrire un livre qui est un carnet d'art et de poésie, mais qui est intimement lié à mon expérience et à ce qui peut aider aussi les femmes face à des traumatismes, face à catastrophe, voilà. Et à la fois parler, forcément, c'est sur le Japon et sur tout ce que j'ai appris de cette expérience ou de ces 3 voyages au Japon, mais c'est aussi de l'ouverture pour parler de cette résilience. Oui. Oui, parce que comme vous dites, bon, vous avez eu ce parcours-là de pouvoir aller au Japon, mais je pense que ça peut parler à chacune d'entre nous, parfois où des circonstances de la vie font que on n'ose peut-être pas se lancer dans quelque chose, on n'ose pas s'écouter, on se renferme finalement dans un espèce de chemin de vie qui est un petit peu tracé parce qu'on n'ose pas, et surtout après 50 ans. Donc, je trouve que c'est un merveilleux euh, cri d'espoir, quoi, pour toutes les femmes ça peut être des petites choses, des fois qu'on s'interdit. Et comme je dis, le fait d'être à la ménopause et d'être ménopausée, pour le coup, bah, cet espace de créativité qu'on avait pour créer nos enfants, si on a décidé d'en avoir, bah, c'est cet espace-là maintenant, il est riche de tout ce que nous sommes, quoi. Oui, Donc, mais c'est aussi le moment où les enfants, alors moi j'en ai un jeune, hein, mais encore, enfin qui a 15 ans, j'ai 56 ans, hein, donc maintenant. J'en ai un qui a 15 ans à la maison, mais j'ai passé toute ma vie à m'occuper des enfants, de l'âge de 18 ans. Et c'est la première fois que je partais à l'étranger toute seule, bon, que je faisais quelque chose pour moi, et ça, on ne peut se le permettre que quand les enfants sont partis, hein. Là, il était assez grand, il est parti au Canada pendant que j'étais pas là, en échange scolaire. Mais c'est la première fois que j'ai fait quelque chose pour moi, quoi, aussi. Et ça, il faut oser le faire parce que pendant des années, bon, certes, moi, j'ai eu cette période, mais sinon, c'est vrai que ben, quand on a 5 enfants, on part pas à l'autre bout du monde, on part pas, voilà, c'est aussi s'autoriser et se permettre à cette période-là de dire, ben, il y a une vie, il faut oser.
Et moi, je dis à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, donc la dernière, c'est ça en date. Oui, alors pour celles qui écoutent et qui ne voient pas, donc Julie a la main dans une, même l'avant-bras dans une attelle. En fait, je me suis fait au Japon, j'ai un peu trop, j'ai fait trop de sculptures et du coup, j'ai un problème avec le canal carpien, mais bon, ça va Ah, passer. Et à chaque fois qu'il m'est arrivé quelque chose, j'avoue que d'abord, il faut que j'encaisse. Puis, en fait, je regarde comment ça peut être une chance de faire autre chose. Et certes, j'avais prévu de faire un livre sur le Japon avant, mais en fait, dans cette période, j'ai juste rencontré une personne qui s'appelle Sandrine Plaza, qui faisait des ateliers d'écriture où il fallait renouer avec son enfant intérieur. Et en fait, je me suis dit, bah, de toute façon, je ne peux pas créer. Certes, j'ai le livre à écrire, j'écris mes textes, etc. Mais ce besoin d'être dans l'acte créatif et de mettre mes émotions. Et du coup, je me suis lancée depuis 3 semaines là-dedans, avec un atelier par jour. Et bah, c'est une révélation de hmm, plus. Et c'est c'est encore, comme je lui ai dit ce matin, je lui ai dit, c'est une véritable chance parce que le texte que j'ai écrit là, de façon poétique, c'est un texte que je n'aurais jamais écrit il y a 3 semaines parce que j'aurais pas osé, parce que j'aurais pas eu confiance. Et là, je me suis vraiment lancée dans le vide en envoyant ce texte à des professionnels de l'écriture puisque c'est une résidence céramique et écriture. Donc, peut-être que je ne serai pas prise, peu importe, mais j'ai l'impression que chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, eh ben, j'en sors quelque chose et j'exploite quelque chose en disant, en le tournant de manière positive. Alors, au départ, non, hein, parce que quand qu'est-ce que je que suis c'est? énervée au départ, et du coup, bah, il y a autre chose qui m'appelle et du coup, bah, je suis à fond dans l'écriture et je me dis, mais en fait, je vais peut-être en faire, je vais faire mon livre, mais j'ai déjà des idées. En fait. Et du coup, je suis dans un autre truc. Et en fait, du coup, c'est marrant, mais la sculpture ne me manque pas, alors qu'elle me manquait à fond depuis que j'étais rentrée du Japon. Et le fait de s'être mis à fond dans cette écriture, surtout que dans ces ateliers qu'on a fait avec Sandrine, en fait, on a écrit, à la fois écrit sur ses émotions, mais il y avait toujours plus ou moins un lien avec la couleur où elle disait, vous pouvez faire un dessin. Et en fait, du coup, je me suis remis à l'aquarelle, j'ai créé des œuvres pour le livre. Et du coup, je suis partie sur autre chose. Alors après, voilà, je reviendrai certainement à la sculpture. Mais il faut se dire aussi que ce soit la ménopause, que ce soit tout ça, c'est des opportunités d'explorer d'autres choses et de trouver une révélation dans quelque chose De et se de, l'autoriser? ouais, de se l'autoriser de trouver un nouveau bien-être. Et ce qui, à la ménopause, fait du bien, quoi, d'avoir quelque chose qui nous accompagne. Moi, quand je vois mes élèves sortir, d'abord, elles oublient l'heure, c'est 3 heures, mais à chaque fois, elles disent, ah bah non, non, si, c'est 3 heures. Mais en fait, on sort de là, on est des fois fatigué, mais on est vidé, on est bien. Ouais, Et là, c'est très important et c'est pour ça que je continue alors que j'ai pas trop le temps et que j'ai des problèmes de main. Je continue parce que je trouve que ça apporte quelque chose aux personnes de ces ateliers. Je sais pas, moi, je suis pas art thérapeute, mais quelque part, c'est quand même de l'art thérapie. bien sûr, bien sûr. Non, non, et puis c'est formidable, comme je disais tout à l'heure, même si on n'a pas l'opportunité de partir loin, et puis c'est peut-être pas le désir non plus, mais au moins de faire quelque chose pour soi. Ben voilà, un cours de dessin, un cours de musique. Moi, parfois, j'entends, mais maintenant, à mon âge, ben oui, bien sûr, à ton âge. Moi, j'ai une amie, elle a 60 ans, elle s'est mise à la harpe depuis, voilà, depuis un an, et elle se régale. Alors, Donc, ma, ma- ma- mon élève la plus âgée que j'ai eue en cours est 92 ans. ah oui, bon, ben, c'est formidable. Ça peut être, voilà. Oui, oui, c'est formidable. Non, mais c'est ça, il faut arrêter de se mettre nos propres freins et puis voilà, oser vivre quelque chose qu'on a toujours eu envie de faire, une expérience et ça Il y peut a une créer. étude, ouais, il y a une étude qui a été faite sur l'île d'Okinawa, qui est certes le Japon, mais qui est un peu plus bas, et qui disait qu'il y avait beaucoup de centenaires. C'est là où il y a le plus de centenaires. Et il disait que en fait, il y avait des facteurs d'explication. C'était leur façon. Bon, certes, les philosophies,
l'instant présent, le rapport Ils avaient tous une passion, c'est-à-dire ils développaient ce qu'on appelle l'ikigai. Ils avaient une raison de vivre, c'est-à-dire que où ils cultivaient leur jardin, où ils allaient faire de la broderie, où ils allaient faire dans un club. Et aussi, ils étaient tous en communauté, c'est-à-dire que il y avait toujours une entraide de la communauté. On passe voir celui qui est malade, on passe voir. Et en fait, ce livre sur l'ikigai, il est merveilleux et je pense qu'il faut absolument lire ce livre parce que ça va vous faire voir la vie de notre côté et se dire, mais oui, il faut s'autoriser d'aller prendre un thé avec des amis, aller marcher en forêt avec des amis, même si on marche. Moi, je marche difficilement, il y a des moments où je marche pas. Mais il faut se lancer. Vous avez depuis longtemps envie de faire quelque chose depuis longtemps, ben c'est le moment. Comme on dit, c'est le moment ou jamais. Il faut aller au bout de ses rêves, il faut essayer. C'est le Exactement. moment. C'est certain. Et alors, bon, bah, merci Julie pour cet échange très très intéressant et sur votre regard sur justement la femme, la féminité et tout ce que ça comporte. Et je termine toujours mes épisodes de podcast avec cette fameuse question. Si vous avez un rituel bien-être ou beauté, est-ce que vous acceptez de le partager avec nous? Alors, ben, mon rituel bien-être, j'en ai parlé, hein. Ça va pas. Si je peux pas marcher, je prends ma voiture. Sinon, je marche jusqu'à l'océan parce que c'est quand même à 800 mètres. Mais il arrive des moments où je peux à nouveau passer des moments allongés pendant de longues semaines. Donc, en fait, c'est d'aller m'asseoir en face de l'océan, d'aller regarder le coucher de soleil, d'aller regarder un lever de soleil, de m'asseoir et de rester là et à laisser divaguer mes pensées et laisser sortir les choses et emmagasiner tout ce positif. Et c'est le seul rituel que j'ai parce que question beauté et tout ça, je fais rien. J'aime pas faire. Je suis pas, voilà. Euh, mais ça, c'est quelque chose qui m'habite et qui me fait du bien. Alors, quand j'habitais pas là, j'avais d'autres rituels par rapport à la nature. Et quand j'étais au Japon, j'avais pas l'océan, mais j'avais l'immensité de la montagne et cet océan vert aussi qui m'apaisait et qui m'enveloppait et qui était très apaisante quand j'y arrivais plus à créer dans mon atelier. Je montais dans la montagne et j'allais et dans le parc culturel où il y avait plein de sculptures. Quand on arrivait en haut, on avait une vue sur toutes les montagnes environnantes et c'était voilà, la beauté qui saisissait et qui faisait du bien et qui nourrissait à nouveau et qui faisait oublier tout le reste. Bon, bah écoutez, formidable. C'est un joli rituel en tout cas. Eh bien, Voilà. Julie, bah vraiment, je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé du temps. C'était très, très Avec plaisir. intéressant de vous avoir aujourd'hui et vraiment, bah, j'encourage, mais de toute façon, je mettrai dans les notes de l'épisode votre site internet pour qu'on puisse aller voir vos œuvres. Je Et donnerai la référence du livre aussi. oui, ah oui, avec grand plaisir. Je pense que ça pourra intéresser plus d'une, et puis moi-même d'ailleurs. Donc, ben, en tout cas, un grand merci, Julie. Et puis, à toutes celles qui ont écouté cet épisode, je vous dis à très vite pour une nouvelle écoute.